Épisode 7. Les dangers contre-révolutionnaires. 14 blindés de la gendarmerie sont prêts à intervenir en cas de débordement. Une année de crise mondiale frappée par l'effondrement du système boursier international en septembre. 15 jours marqués par une répression sanglante. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, qui fait face en ce moment dans son pays à d'importantes grèves dans le secteur automobile. Les esclaves brûlent les plantations, les champs et les bâtiments industriels. Printemps arabe. Et le mouvement prend de l'ampleur. C'est le drapeau noir qui flotte sur les toits de l'hôtel de ville. Hier, c'est une autre usine qui s'est mise à l'arrêt. Parti bolchevique. La guérilla colombienne des FARC a annoncé dimanche l'abandon du recours aux enlèvements. Explosion! Salut, bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de Par le fer et par le feu. Je suis un peu émue, je vous cache pas. Pour ce dernier épisode, on va parler d'un truc très fun, la contre-révolution. Malgré toutes les révolutions qui ont eu lieu sur cette planète, il n'y a actuellement aucun pays où il fait bon vivre pour la classe ouvrière. Mais pourquoi ? Évidemment, la question de l'internationalisme qui a été soulevée dans un autre épisode est centrale. La révolution ne peut pas se maintenir dans un seul état. Et puis en fonction de quelle classe sociale fait la révolution, le résultat de celle-ci peut être très différent. Mais même au-delà de ça, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Ce que je vais appeler contre-révolution dans cet épisode, c'est quand une révolution, démarrée par les travailleurs et travailleuses, se retrouve finalement sous le contrôle de la bourgeoisie. Quand une tentative révolutionnaire chasse du pouvoir le gouvernement, mais que, au lieu de gagner la lutte de classe, un nouveau gouvernement le remplace. Il y a plein de façons de faire échouer une révolution. À cause des forces réactionnaires, à cause de la bourgeoisie, à cause des pays impérialistes ou à cause de ce que devient ta révolution. Dans tous ces cas, je vais te mentionner plusieurs exemples, et j'espère que tu vas apprendre plein de trucs. Comme d'habitude, l'idée c'est pas d'apprendre par cœur les dates ou les noms des révolutionnaires, mais plutôt de comprendre d'où peut venir le danger pour s'en prémunir dans les futures tentatives. Et spoiler, le danger peut venir de partout. Et je le dis pas pour faire peur, et surtout pas pour dire que ça sert à rien de vouloir une révolution. Je le dis parce que c'est très important de savoir ça, pour s'y préparer. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Les forces réactionnaires. À chaque fois qu'il y a eu une tentative de révolution, il y a eu de la répression qui venait du pouvoir en place, je t'apprends rien. Envoyer l'armée sur le peuple, arrêter tout le monde, les condamner ou les tuer, classique. Le pouvoir en place, qu'il soit monarchiste ou bourgeois, va utiliser tout ce qu'il peut pour détruire la révolution. C'est plutôt normal, on va pas faire genre d'être étonné. Que le gouvernement de Thiers, plutôt monarchiste, envoie ses troupes écraser la commune de Paris, massacrer la garde nationale et envoie les éléments les plus combatifs en Nouvelle-Calédonie, c'est tragique, mais qui est surpris ? C'est normal qu'ils s'accrochent à leur pouvoir. Quand l'extrême droite espagnole fait un coup d'état parce que le Front populaire arrive au pouvoir et qu'elle sent que ses intérêts pourraient en pâtir, qui est surpris ? Je vais volontairement pas m'attarder dessus. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut organiser une lutte armée pour se défendre. Mais ce qui m'intéresse, ce dont j'ai très envie de te parler, c'est de quelque chose qu'on a vu notamment en Russie et au Chili. Des grèves et du sabotage de la part des patrons pour affaiblir la population. Et là vous vous dites, mais si les patrons ne servent à rien, on s'en fout qu'ils fassent grève, non ? Eh ben non. Si l'entreprise n'est pas expropriée, le patron a toujours le contrôle de l'importation des matières premières, où il peut juste fermer et empêcher l'accès aux travailleurs et travailleuses par exemple. Et surtout, pendant les grèves du patronat, leur influence a convaincu des intellectuels, comme des fonctionnaires, des médecins, des ingénieurs, des profs, des gens chargés du ravitaillement, donc ça peut avoir des conséquences désastreuses, comme en Union soviétique où ça a démarré une famine. Enfin, ça faisait plusieurs années qu'il y avait la guerre, les gens avaient déjà faim, mais ça a renforcé cette famine et ça a bouleversé une grosse partie de l'organisation du ravitaillement. Et là, on peut super facilement faire le lien avec ce qui s'est passé au Chili. Avant le coup d'état de la droite, en 1973, la bourgeoisie avait aussi organisé des grèves dans plusieurs secteurs, voulant causer une famine parce qu'un gouvernement de gauche avait été élu. Le but n'est pas forcément de tuer la population, c'est surtout pour qu'elle se soulève contre les nouvelles forces au pouvoir, ou qu'elle ait l'impression que sans les patrons, on ne peut rien faire.
Au Chili, la grève de la bourgeoisie a pris autant d'ampleur parce que les patrons étaient très présents dans les syndicats. Par exemple, un patron qui possède une entreprise de transport avec plein de camions peut discuter dans le syndicat avec un camionneur qui possède uniquement son camion. Et sa propagande marchera très bien parce qu'il va lui faire croire qu'ils ont les mêmes intérêts. Cette grève s'est aussi faite main dans la main avec le gouvernement américain, qui, via la CIA, envoyait de l'argent aux grévistes. C'est pour ça que la petite bourgeoisie, comme les médecins par exemple, a pu aussi facilement se mettre en grève. Et plusieurs ouvriers, confus par la propagande patronale, ont aussi arrêté de travailler. Sauf que, comme on a pu le voir dans l'épisode précédent, les travailleurs et travailleuses chiliennes ont profité de cette grève pour changer complètement leur façon de produire et de travailler, notamment via la création de cordons industriels ou celle d'un comité de la santé. En fait, la grève de la bourgeoisie au Chili n'a pas eu trop d'impact, parce que les usines ont pu être occupées et la production a pu reprendre, sans patron. Ça a en plus imposé la question de l'organisation du travail dans les débats et développé la conscience de classe de la population. Malheureusement, le gouvernement réformiste ne voulait pas de l'autonomie des travailleurs. Il les voulait obéissants et à ses ordres. Il a donc refusé d'armer la population, même quand la menace d'un coup d'État était de plus en plus forte. La citation juste après raconte justement ce coup d'État, et vient du livre Chili 1970-1973 de Christian Gasquet. Les généraux, Pinochet en tête, avaient fait leur choix et déclenchèrent sans attendre le coup d'État. À Valparaiso, le 10, les unités de la flotte quittèrent le port pour des manœuvres avec l'US Navy. Mais dans la nuit, elles revinrent au port après avoir jeté à la mer les marins et les officiers opposés au putsch. En ville, le siège du PC sauta, provoquant la mort de ceux qui le gardaient. Au petit matin, des rafales de mitrailleuses retentirent. L'armée tirait sur ceux qui sortaient dans la rue. Elle s'en prit aussi aux ouvriers qui allaient au travail. Ainsi, 250 ouvriers d'une entreprise du bâtiment furent jetés à terre, frappés et durent rester toute la journée allongés sur le ventre, les mains sur la nuque. Ceux qui protestaient étaient abattus. Dans les autres entreprises, les travailleurs étaient arrêtés, gardés, les mains levées, et l'on frappait ceux qui faiblissaient. L'armée arrêta les militants, chez eux, et parfois les exécuta sur place. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Par contre, en Russie, les conditions ont été très différentes. En plus de faire grève, la bourgeoisie sabotait le matériel de production et de transport. La famine était trop importante, les paysans riches brûlaient leur production pour ne pas la donner au nouvel état ouvrier, et l'émergence du marché noir a à la fois sauvé des gens de la famine et à la fois rendu encore plus compliquée l'organisation de la production et fait émerger de la corruption. Et la famine, plus la guerre civile mise en place par les tsaristes, ont largement contribué à détruire la révolution russe, à l'empêcher de devenir réellement un état socialiste. Même si, encore une fois, le socialisme dans un seul état n'existe pas et qu'il aurait fallu des révolutions ailleurs dans le monde pour l'épauler, c'est évident que sans la guerre contre les gouvernements impérialistes et sans famine, la situation aurait pu être tout autre. Et en plus de parfois faire grève et de faire la guerre, le pouvoir en place va monter les travailleurs et travailleuses les uns contre les autres. Alors je parle pas trop de la guerre parce qu'il n'y a pas non plus de 10 000 choses à dire. Ils sont appuyés par des puissances étrangères, ils ont des plus grosses armes, une expérience militaire supérieure et voilà, ils nous font la guerre. Cette guerre peut se gagner militairement, mais peut aussi se gagner parce que les membres de l'armée c'est des travailleurs forcés d'aller se battre et que eux aussi peuvent se rebeller, refuser de combattre et rejoindre le soulèvement. Sauf que monter les gens les uns contre les autres, la bourgeoisie sait très bien le faire aussi. Même pas forcément qu'en temps de guerre. On le voit en France avec la montée drastique du nationalisme, du racisme et du sexisme. La bourgeoisie se sent en danger, et elle crée et alimente des paniques morales pour faire croire à des prolos qui gagnent à peine un SMIC en cumulant 2 emplois que si leur gosse attend trop longtemps aux urgences avant d'être pris en charge, c'est à cause des Arabes ou des personnes trans qui vont dans des toilettes publiques. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil. En période de révolution, c'est pareil. Si le pouvoir en place peut utiliser des travailleurs pour taper sur la gueule des autres travailleurs, il va le faire. Par exemple, en Égypte, pendant les printemps arabes, Hosni Moubarak, le dictateur qui était au pouvoir, s'est fait dégager. Mais avant, il a utilisé toutes ses cartes et envoyé les chameliers, donc les mecs qui organisent des balades de chameaux pour les touristes, réprimer violemment les manifestants et manifestantes. Et pourquoi ces chameliers, qui auraient tout à gagner dans une révolution, ont soutenu le pouvoir en place? Parce que Hosni Moubarak leur a dit que s'il y avait une révolution, il n'y aurait pas de touristes, et donc il n'y aurait pas de thunes. C'est donc comme ça que le pouvoir, et quand je parle de pouvoir, je parle pas forcément du gouvernement en place dans les médias, je parle de la bourgeoisie ou de la noblesse qui l'a mise là, va essayer de s'y accrocher au maximum. Principalement par de la répression policière et judiciaire, mais aussi par la lutte armée, la lutte médiatique en montant les gens les uns contre les autres, et si ça part trop loin, en assiégeant la population et en les empêchant de se procurer des biens de première nécessité. Tu bandera flor
La bourgeoisie progressiste. La récupération de la Révolution par une bourgeoisie qui s'autoproclame plus progressiste que l'ancienne est un fléau qui a touché tellement de soulèvements, et c'est un risque qui nous tombera dessus à chaque prochaine tentative. Comme je viens de te le dire dans la partie précédente, la bourgeoisie réprime les mouvements révolutionnaires. Mais quand elle voit que le mouvement va trop loin et qu'elle ne peut plus l'arrêter, elle va essayer de le récupérer. Par exemple, en Russie, en février 1917, après le soulèvement des ouvrières, des paysans et des soldats, c'est la bourgeoisie qui se place au pouvoir. Et quand il y a des soulèvements ensuite contre elle les réprime. Quand le parti bolchevique prend le pouvoir, elle s'accroche à tout ce qui est possible pour garder son influence. En Allemagne, quelques années après, démarre la révolution de novembre 1918, qui va d'ailleurs mettre fin à la Première Guerre mondiale. Déjà au début de la guerre, les directions syndicales et la direction du SPD, le Parti social-démocrate, abandonnent leur mot d'ordre sur l'internationalisme ouvrier et œuvrent en faveur du nationalisme. La citation suivante vient de l'autobiographie d'Oskar Hipp, un communiste allemand. Quelques jours plus tard, le 2 août, la guerre devenait une réalité, malgré les manifestations de masse. Les mêmes dirigeants qui, le 28 juillet, avaient appelé les masses à manifester contre la guerre, expliquaient le 4 août, « À l'heure du danger, nous n'abandonnons pas la patrie ». Telle fut la réponse de la social-démocratie. Pour moi, ce fut la plus grande déception qui m'ait été jusqu'alors infligée. Et après la fin de la guerre, quand la révolution ouvrière bat son plein et fantasme sur ce qu'il s'est passé en Russie, le SPD s'allie avec la bourgeoisie allemande et participe à arrêter le mouvement. Il faut pas qu'on oublie que c'est sa direction qui a ordonné l'assassinat de la révolutionnaire Rosa Luxembourg et de son camarade Karl Liebknecht. Et c'est la social-démocratie qui arrive au pouvoir, tout en faisant croire à la classe travailleuse qu'avec ce nouveau gouvernement, ils sont sur le chemin du socialisme. Parallèlement, les soldats et la police, qui obéissent à ce nouveau gouvernement, fusillent les manifestants révolutionnaires, les accusent d'être des agents bolcheviques. Les conseils ouvriers, organisation essentielle de la révolution, se font massacrer par la social-démocratie dès qu'elle arrive au pouvoir. Et cette trahison du plus gros parti de gauche a vraiment affaibli la classe ouvrière allemande, qui n'avait à l'époque aucune autre direction assez implantée pour lui permettre de continuer la révolution. Au Portugal, des militaires du mouvement des forces armées, épuisés par les guerres coloniales, font un coup d'état contre la dictature, le 24 avril 1974. C'est donc eux qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas vocation à le garder. En attendant des élections, c'est Antonio de Spinola, un bourgeois qui a aidé les forces franquistes en Espagne, et qui surtout était gouverneur en Angola, une des colonies portugaises, qui prend le pouvoir. Donc pas le mieux placé pour représenter une révolution post-dictature. Mais par un concours de circonstances, il est là. Son but est de faire rentrer le Portugal dans une démocratie bourgeoise, et de garder les colonies en appelant ça une fédération, ou alors un ensemble pluricontinental. Il ne va pas rester longtemps au pouvoir, mais donne le ton de ce qui va devenir la révolution portugaise. Mais tout ne se joue pas en haut de l'appareil étatique. Le 25 avril 1974 commence aussi un long processus de lutte. Les Portugais et Portugaises travaillent différemment, à la fois dans les industries et dans les champs. Les services publics, laissés par la dictature, sont dans un état catastrophique. Il faut tout refaire. L'auto-organisation se met en place. Dans les usines, les ouvriers et les ouvrières prennent le contrôle. Dans les quartiers, les habitants et les habitantes réquisitionnent les logements vides pour celles et ceux qui vivent dans des bidonvilles. À travers le pays, les organisations qui portent cette problématique du logement se regroupent et s'organisent ensemble. Mais tout ça, on en a parlé dans le dernier épisode. Donc à ce moment-là, rien n'est vraiment joué. La révolution aurait pu aller bien plus loin. Mais les militaires, qui même si c'est eux qui ont démarré la révolution ne sont pas des révolutionnaires, gardent l'influence la plus importante. Le 25 avril 1975, un an après le putsch, une élection est organisée. 92% des Portugais et Portugaises votent, et le Parti socialiste arrive en tête. Parce que maintenant que la situation se stabilise, la contre-révolution se met en place. Le mouvement des forces armées, bizarrement, redevient de droite. Il a l'appui du Parti socialiste, de partis de centre et de partis de droite, et même de l'Église. Tous, malgré des intérêts divers, s'allient parce qu'ils ont peur d'une dictature communiste. Tout le monde est chaud pour se dire plus progressiste que les fascistes. Mais on met les colons au pouvoir parce qu'on a peur que les travailleurs prennent le contrôle de l'État. Même le PCP, le Parti communiste portugais, chie dans la colle et n'est clairement pas à la hauteur. Pour lui, il faut d'abord développer le pays et instaurer une démocratie bourgeoise avant de songer à se débarrasser du capitalisme. Il essaye de diviser la classe travailleuse en critiquant les grévistes, les faisant passer pour des contre-révolutionnaires. Et en gros, en disant aux gens de retourner bosser, pour produire et de faire confiance au nouveau gouvernement. Le Parti socialiste, qui n'a de socialiste que le nom, nouvellement au pouvoir, se charge de rassurer les autres puissances occidentales. Et voilà, c'est la fin de la Révolution portugaise. La citation qui suit vient d'un article de Raquel Varela, une spécialiste de la Révolution portugaise, qu'on appelle aussi la Révolution des œillets. Le 25 novembre 1975 n'est pas né, ce pays mythique et rêvé, d'égalité et de justice, enraciné dans un pacte social durable. Ce qui s'est amorcé, c'est au contraire la fin d'un rêve, celui de gens pauvres, d'analphabètes, d'étudiants, d'intellectuels, de travailleurs de divers secteurs,
qui ne croyaient pas seulement de manière utopique dans une société plus égalitaire, mais qui pensaient. Et c'est cela l'histoire de la Révolution portugaise, pouvoir en être les constructeurs et les acteurs, au lieu de déléguer ce pouvoir à d'autres. Et si ce n'est pas la bourgeoisie, cachée derrière les partis de gauche, qui récupère la Révolution, ce sera des courants religieux. En Égypte, en 2011, 10 jours après la chute du président tunisien, le peuple manifeste pendant plusieurs jours dans les principales villes du pays, Le Caire et Alexandrie, pour exiger le départ du dictateur égyptien Hosni Moubarak, alors au pouvoir depuis 40 ans. Les manifestants et manifestantes occupent la place Tahrir, et des réseaux de solidarité se forment entre les gens. Mais il y a un conflit de classe en Égypte. Celles et ceux qui occupent la place Tahrir, et dont les voix portent le plus loin, sont surtout des gens de classe moyenne et diplômés. Les revendications des habitants des zones rurales ne sont pas prises en compte. Le président a fait une déclaration à la télévision, en disant qu'il partirait dans 6 mois. Mais les Égyptiens et Égyptiennes ne s'en contentent pas. 6 mois, c'est trop long, et la contestation continue. Il y a des blessés, les manifestants et manifestantes s'affrontent avec des militaires, mais aussi des travailleurs qui soutiennent le régime, comme les chameliers dont je te parlais juste avant. Il y a eu plus de 800 morts. 3 semaines après le début du soulèvement égyptien, le président Hosni Moubarak démissionne. Ce jour-là, c'est la grosse fête. Tout le monde est très heureux et la place se vide de ses occupants et occupantes. En attendant l'organisation de nouvelles élections, l'armée dirige le pays. Rapidement, l'organisation des frères musulmans va s'approprier la révolution, s'approprier les lieux, notamment cette place, Tahrir, dans laquelle va être organisé un grand moment de prière, une semaine après. Donc cette place, après avoir été pendant plusieurs semaines la place de la révolution, des affrontements et des revendications, devient un lieu de prière à l'initiative d'un parti politique. Les élections ont lieu et les Égyptiens et Égyptiennes doivent voter soit pour cette organisation, donc religieuse des frères musulmans, soit pour un parti de l'armée. Les frères musulmans, qui apparaissent comme la seule alternative face à l'armée, remportent l'élection à 51% des voix. Les images mises en avant montrent une énorme joie, comme si les Égyptiens considéraient tous Mohamed Morsi, celui à la tête du parti et du coup du pays, comme un héros, en oubliant que c'est elles et eux qui ont fait la révolution. Le parti ne s'est pas soulevé contre le pouvoir. Il est arrivé après, il a récupéré la colère. 1 an plus tard, les Égyptiens et Égyptiennes se soulèvent de nouveau, cette fois contre le parti des frères musulmans. Et qui récupère le soulèvement ? L'armée. Qui est au pouvoir encore maintenant ? L'armée. Toujours soutenue par la bourgeoisie, bien évidemment. La classe ouvrière est la seule classe qui peut maintenir une révolution. Aucun parti électoral, même se disant socialiste, ne tiendra ses promesses. Parce que c'est pas le gouvernement qui décide de la politique d'un État, mais bien sa bourgeoisie. Tant qu'on n'aura pas détruit la classe bourgeoise, on continuera à vivre exploité. Et c'est pour ça qu'on ne peut faire confiance qu'à nous-mêmes. الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام هو يمشي مش هنمشي طب هو يمشي مش هنمشي. La puissance de feu des États impérialistes. Quand une révolution se fait dans un État, les autres États, et surtout les États impérialistes, ont tout intérêt à la stopper rapidement. À la fois parce que ça met en danger leurs profits, mais surtout parce que la révolution peut encourager les travailleurs et travailleuses de leur État à faire une révolution, et c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Alors ils vont tout mettre en place pour stopper ces révoltes. Et en plus d'une propagande médiatique dégueulasse, ça passe notamment par de l'aide matérielle et militaire. Pendant la révolution en Espagne, l'Italie et l'Allemagne fascistes ont envoyé une blinde d'armes aux armées nationalistes. Des avions, de l'artillerie, des fusils, des mitrailleuses et même des soldats. Au moment de la Commune de Paris, rappelez-vous, les armées prussiennes envahissaient un bon bout de la France. Et pour aider le gouvernement de Thiers, le gouvernement prussien, avec qui il était en guerre, a laissé passer les armées royalistes à un certain endroit qu'il contrôlait pour atteindre Paris. Parce qu'il préférait faire affaire avec un gouvernement ennemi plutôt qu'une révolution socialiste ait lieu près de chez lui. Et pareil, les soldats qui composaient l'armée de Thiers, c'étaient des soldats français qui avaient été capturés par les armées prussiennes pendant la guerre, puis relâchés exprès pour mater la commune. Le gouvernement préférait libérer des prisonniers et s'allier avec un gouvernement soi-disant ennemi, parce que la menace idéologique de la Commune de Paris était bien plus importante. Après la Première Guerre mondiale, quand il y a eu la révolution en Russie, tout le monde était conscient que sans révolution ouvrière ailleurs dans le monde, la révolution russe ne tiendrait pas longtemps. À la fois parce que les puissances impérialistes essaieraient de l'écraser, et à la fois parce que la Russie est particulièrement peu industrialisée. Et une révolution dans un autre État, avec une plus grosse classe ouvrière, permettrait d'exporter l'industrie et d'améliorer la vie de la population. Mais on le sait, la révolution ouvrière n'arrive nulle part en Europe de l'Ouest à ce moment-là. Et on est toujours au moment de la guerre. Les bolcheviks veulent arrêter la Première Guerre mondiale. Ils disent publiquement au gouvernement allemand que la guerre était là seulement pour des intérêts impérialistes, et que eux refuseraient de se battre.
Sauf qu'après quelques semaines de trêve, le gouvernement allemand décide de continuer la guerre. Il justifie ça auprès de sa population en disant qu'il faut stopper la menace socialiste. Et c'est vrai, partout en Europe, les populations ouvrières et paysannes se soulèvent parfois violemment. Ce qui se passe en Russie donne des idées, et c'est donc parfaitement logique que les bourgeoisies impérialistes veulent stopper ça. Donc en février 1918, les troupes allemandes envahissent une partie de la Russie. C'est super important de comprendre que c'est pas juste les prolétaires russes versus la bourgeoisie russe, c'est le prolétariat russe versus toutes les bourgeoisies impérialistes. À contre-cœur et après de nombreuses discussions, les bolcheviks acceptent un traité de paix. Mais il n'y a pas que l'Allemagne qui veut détruire la tentative communiste. Des puissances comme la France ou l'Angleterre envoient des soldats et des armes aux armées blanches, donc les armées tsaristes, pour se battre contre l'armée rouge. Donc c'est des pays qui étaient engagés dans la Première Guerre mondiale, et qui ont préféré enlever des troupes et des armes de leur armée pour les placer chez les tsaristes russes. Les bourgeoisies font la guerre entre elles pour des intérêts économiques, mais elles s'allieront toujours contre les travailleurs et travailleuses, peu importe où la révolte a lieu. Parfois, quand les puissances impérialistes ont échoué à mater la révolution, elles lui font payer par la suite. Par exemple, la révolution haïtienne, dont je t'ai déjà parlé dans ce podcast, s'est officiellement terminée le 1er janvier 1804. Depuis 12 ans, les Noirs d'Haïti se battaient pour la fin de l'esclavage et l'indépendance de l'île. Mais la France, donc le pays qui colonisait l'île, n'a pas accepté sa défaite. Dirigée par Napoléon, elle va envoyer, pendant 20 ans, des bateaux remplis de soldats qui essayeront de reprendre le contrôle de l'île. Donc t'imagines, les mecs c'était des esclaves, ils apprennent hyper rapidement à être une armée, pendant 12 ans ils combattent les armées espagnoles, anglaises et françaises, enfin ils peuvent souffler un peu en se disant « Super, on est libre et l'île nous appartient », et pendant 20 ans, t'as un enfoiré d'empereur qui de temps en temps t'envoie son armée. Ça a de quoi faire péter un câble. En 1825, un navire français arrive sur l'île et propose un deal. La France reconnaît l'indépendance d'Haïti si le nouveau gouvernement haïtien accepte de lui payer une dette. Une dette censée couvrir le dédommagement qu'a perdu la puissance coloniale en perdant sa colonie la plus rentable. Sinon, ce serait la guerre. Le gouvernement haïtien est forcé d'accepter. La somme est de 150 millions de francs, à replacer en 1825 bien sûr. L'île est bien trop pauvre pour payer, et doit donc emprunter cet argent à des banques françaises. Donc en plus de payer une dette énorme, le pays doit aussi payer des intérêts aux banques du pays qui lui forcent à la payer. Et je te passe des situations délirantes où par exemple une banque haïtienne se crée, mais en fait elle est contrôlée par la France, et puis par la suite elle est contrôlée par les États-Unis. Enfin c'est un vrai bordel, mais ce qui est important c'est que jusqu'en 1957, donc pendant 130 ans, le gouvernement haïtien a raqué pour payer cette dette énorme qui est complètement injustifiée dans l'indifférence générale. C'est très probable que même sans cette dette, Haïti ne serait pas un paradis post-révolutionnaire, où il n'y aurait ni exploitation ni classe sociale, mais tout l'argent versé à la France, ça a été de l'argent qui n'a pas été utilisé dans les services publics. Et ça explique pourquoi Haïti est dans une telle situation de misère et de pauvreté encore maintenant. Et je te parle même pas de toutes les tentatives de révolution ou juste d'élections dans les États d'Amérique latine, où à chaque fois les États-Unis viennent y foutre le bordel, en larguant des avions ou en assassinant des leaders. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est pour ça que l'internationalisme est aussi important. Parce que quand je dis que la bourgeoisie envoie des armes et des soldats, c'est pas Bernard Arnault qui avec ses petites jambes va transporter des drones pour aider la contre-révolution dans un pays. C'est nous, les travailleurs et travailleuses, qui fabriquons ces armes. Si on refuse de les produire, ou qu'on refuse de les transporter, ou qu'on refuse de se battre, c'est comme ça qu'on pourrait aider les révolutionnaires ailleurs. Ou encore mieux, qu'on produise les armes, qu'on les transporte, et qu'on les utilise contre notre bourgeoisie nationale. Parce qu'ils sont pas si forts, c'est nous qui les rendons forts, donc on peut aussi les rendre faibles. La bureaucratisation de l'État. La bureaucratie comme facteur de l'écrasement des idées révolutionnaires n'est, à ma connaissance, apparue seulement en Union soviétique. Parce que c'est la révolution ouvrière qui allait le plus loin, et qui du coup, après avoir dû surmonter les guerres, les contre-révolutionnaires, le sabotage et la famine, va avoir droit à un nouveau problème, la bureaucratie. Mais ça veut pas dire que c'est propre à la révolution russe, peut-être qu'un jour le problème se reposera, et qu'il faudra en tenir compte. Le projet en Union soviétique, c'était que les soviets, donc les conseils ouvriers, organisent la société. Sauf que ça n'a jamais eu lieu. Pour répondre à toutes les menaces qui mettent en danger la révolution ouvrière,
Une espèce de dictature bureaucratique se met en place. Mais ça s'est fait un peu à contre-cœur, voire même sans trop qu'on s'en rende compte au début. En fait, la famine est vraiment dévastatrice. En plus de la guerre civile, les gens crèvent. Les ouvriers et les ouvrières n'ont pas envie d'aller au soviet débattre de telle ou telle chose. Ils préfèrent faire en sorte de ne pas perdre un 4e gamin mort de faim. Et surtout, beaucoup sont plus là. Les révolutionnaires les plus combatifs se sont fait tuer par les armées blanches, d'autres se sont engagés dans l'armée rouge, d'autres ont eu des postes à responsabilité dans l'organisation de la société. Donc il ne reste personne pour animer les soviets. Et donc le parti bolchevique se trouve seul au pouvoir et veut s'y maintenir pour ne pas abandonner la révolution ouvrière aux mains des bourgeois ou des tsaristes. Sauf qu'il faut des gens pour organiser la production et la distribution. Ces gens vont être ce qu'on appelle des bureaucrates, soit des gens un minimum éduqués qui savent lire et écrire, ce qui n'était pas le cas d'une bonne partie des Russes, soit de quelques ouvriers qui prennent ces rôles-là. Et cette bureaucratie va petit à petit avoir de plus en plus de privilèges. Par exemple, un privilège qui est souvent cité, c'est celui de la bougie. Ça paraît dérisoire à notre époque de considérer qu'une bougie a un privilège. Mais ça l'était pour des gens affamés et frigorifiés. Les bureaucrates vont avoir cette bougie pour leur permettre de continuer de travailler dans le noir. Mais ça reste une différence de traitement. Au début c'est une bougie, après ça devient une voiture de fonction ou un salaire plus élevé. Ces bureaucrates qui vont, en plus d'avoir des avantages matériels, avoir un rôle décisionnaire sur le reste de la population, vont s'accommoder de cette situation et vouloir garder leur position. Ils ne forment pas non plus une nouvelle classe sociale, c'est pas des bourgeois. Ils ne possèdent rien, peuvent être dégagés à tout moment, et le gouvernement a un contrôle sur eux, contrairement aux bourgeois qui, eux, contrôlent le gouvernement. À ce sujet, je te mets une citation de Trotsky, dans son programme de transition. L'étatisation des moyens de production, condition nécessaire du développement socialiste, a ouvert la possibilité d'une croissance rapide des forces productives. Mais l'appareil d'État ouvrier a subi entre-temps une dégénérescence complète, se transformant d'instrument de la classe ouvrière en instrument de violence bureaucratique contre la classe ouvrière, et de plus en plus en instrument de sabotage de l'économie. La bureaucratisation d'un État ouvrier arriéré et isolé, et la transformation de la bureaucratie en caste privilégiée toute puissante, sont la réfutation la plus convaincante, non pas seulement théorique, mais pratique, de la théorie du socialisme dans un seul pays. Et cette émergence de la bureaucratie en temps de crise, elle n'est pas anodine. Je t'en parle parce que ça a vraiment enterré plein d'idéaux de la révolution russe d'octobre 1917. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. Le rôle de l'URSS dans l'échec de certaines révolutions. Au même moment où cette bureaucratie se développe, Lénine meurt et Staline prend le pouvoir. Avec son idée du socialisme dans un seul État, il force à l'exil ou assassine tous ses opposants et opposantes politiques, même ses anciens camarades du parti bolchevique. Et la politique totalitaire de Staline ne va pas avoir des répercussions uniquement sur les habitants et habitantes de l'Union soviétique, mais sur plein de révolutions qui vont avoir lieu durant son existence, notamment la Chine et l'Espagne, comme je vais te raconter. En Chine, il y a eu 3 révolutions au XXe siècle. On connaît rapidement celle de 1911, on sait qu'à ce moment-là, le régime impérial est tombé et qu'il y a eu une pseudo-république. On connaît, ou en tout cas on pense connaître, celle de 1949, quand Mao et le Parti communiste prennent le pouvoir, mais on connaît beaucoup moins celle de 1927. Et sans vouloir te spoiler, c'était une révolution incroyable, qui aurait pu hyper bien finir, mais qui s'est faite détruire, notamment à cause de l'URSS. Il y avait 2 partis importants en Chine. Le Kuomintang, un parti nationaliste qui mettait en avant la restructuration d'une nation forte, l'émergence de la bourgeoisie chinoise, et aussi la répression des minorités ethniques qui vivaient sur le territoire chinois, comme les Mandchous, les Tibétains, les Ouïghours ou les Mongols par exemple. Il y avait aussi le Parti communiste, qui, comme les partis communistes à l'époque, avait vraiment une volonté de lutter pour le communisme. Ce parti va rapidement s'implanter parmi la classe ouvrière chinoise. L'entrée forcée de la Chine dans le marché mondial, les investissements des Occidentaux et l'industrialisation du pays donnent naissance à une classe ouvrière très jeune. Ces nouveaux ouvriers vont très vite s'intéresser à la politique et s'inspirer de la révolution russe qui a eu lieu juste à côté et qui en plus a eu lieu dans un pays un peu semblable au leur. Ils vont aussi être très proches de la paysannerie parce qu'ils en viennent. Étant donné que la classe ouvrière est très jeune, ils viennent en majorité des campagnes et ont des liens familiaux là-bas. Et des liens forts entre la classe ouvrière et la classe paysanne, c'est un peu le jackpot d'une révolution. Les idées communistes plaisent, parce qu'au lieu de tout faire pour que la Chine prenne sa place dans le capitalisme mondial, on pourrait tout faire pour subvenir aux besoins de toute la population. Et c'est là que l'Union soviétique rentre dans le jeu. Alors évidemment, personne ne les a attendus pour commencer la lutte révolutionnaire et la propagation des idées.
Mais on les a attendus pour connaître la direction de cette lutte. L'Union soviétique a besoin d'alliés, et il voit l'émergence de révoltes en Chine comme une aubaine. Donc les dirigeants du gouvernement soviétique, au lieu de dire aux communistes de se battre jusqu'au bout contre la bourgeoisie, vont leur dire de rejoindre le parti nationaliste. Ils ont vendu les militants chinois au Kuomintang pour leurs intérêts, pas du tout pour continuer la révolution mondiale vers le communisme. La coopération avec la bourgeoisie révolutionnaire est la voie que doit nécessairement suivre le prolétariat chinois. Et en fait, l'Union soviétique a beaucoup de légitimité. Les communistes chinois ne comprennent pas pourquoi un État censé être en transition vers le communisme leur demande de se ranger derrière un parti bourgeois, mais acceptent parce que l'Union soviétique a la légitimité d'avoir réussi sa révolution. Le Kuomintang est content, parce qu'à la fois ça rapporte des nouvelles forces dans le parti et il y a une aide concrète de l'État soviétique, mais à la fois ça lui donne aussi de la légitimité parmi les classes populaires, les ouvriers et les paysans. Beaucoup de conseillers politiques soviétiques sont envoyés à ce moment-là aider la révolution chinoise. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des militants révolutionnaires qui viennent faire un retour d'expérience à leurs camarades. C'est bien des conseillers politiques envoyés par le gouvernement pour donner des indications à un parti nationaliste bourgeois dans leur intérêt. En Chine, la situation est bouillante. Les ouvriers et les paysans s'organisent, font confiance aux communistes et au Kuomintang, ont l'impression que quelque chose d'incroyable va enfin arriver. Il y a des grèves et des révoltes partout, des tentatives d'auto-organisation aussi. Mais à un moment, le Kuomintang, le parti nationaliste, décide que ça y est, que la situation est favorable à sa prise du pouvoir et que les beaux discours ça suffit. Alors il va détruire tous les bastions révolutionnaires, interdire les syndicats et il va exécuter les communistes. Personne ne comprend plus rien. Dans les campagnes comme dans les villes, les gens ne se laissent pas faire et essayent de se rebeller contre les nationalistes, mais subissent une répression énorme et très violente. La torture, l'humiliation publique, le viol et le meurtre furent les méthodes les plus utilisées pour mater les révoltes paysannes. Ça, c'est la contre-révolution nationaliste de 1927. C'est ce qui arrive quand on met un parti bourgeois au pouvoir. Il a beau faire des beaux discours sur la liberté, au final, il va écraser toutes les tentatives d'autonomie et d'auto-organisation. Et le gouvernement soviétique est en très grande partie responsable de ce qu'il s'est passé. Il a sacrifié les communistes pour ses intérêts. Il a porté un allié stratégique, pas un allié idéologique, au pouvoir. Et quand les ouvriers se faisaient massacrer pour avoir fait grève, il n'a rien fait. Il y aurait pu avoir une vraie révolution socialiste en Chine en 27. Les populations ont montré qu'elles étaient prêtes, qu'il n'y avait pas besoin de passer par une révolution bourgeoise. Et leurs espoirs ont été écrasés. Pour citer Harold Isaac dans la tragédie de la révolution chinoise, les ouvriers chinois s'étaient déjà engagés spontanément sur la voie de la révolution. L'élan révolutionnaire rayonnant des villes avait déjà gagné une partie de la paysannerie. En l'espace de quelques années, s'était dressé, dans les rues des cités chinoises et sur les terres fatiguées des campagnes, un mouvement de masse prodigieux, menaçant de détruire tout ce qui dans la société chinoise était corrompu et pourri. La Russie s'en mêla, cachant aveuglément jusqu'à ses propres objectifs, et empêchant ce mouvement de briser l'étreinte des classes exploiteuses, la révolution fut cassée. Elle fut arrêtée dans son élan en avant, et les organisations de masse furent dispersées et les dirigeants abattus. Telle fut la cruelle ironie, la tragédie de la révolution chinoise. Mais la révolution chinoise, c'est pas la seule dans laquelle l'Union soviétique a foutu la merde. En Espagne, en 1936, il se passe deux choses. À la fois une guerre civile, à la fois une révolution. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la lutte armée. Mais en gros, la droite espagnole, composée de l'armée, de l'église, de la bourgeoisie et des monarchistes, essaye de faire un coup d'État. La population s'arme et se défend, et le pays est plus ou moins coupé en deux, avec d'un côté la zone dite nationaliste, et de l'autre la zone dite républicaine. Et dans la zone républicaine, il va y avoir une révolution. Donc pendant 3 ans, il va y avoir une guerre civile, mais en plus les anarchistes et les marxistes vont expérimenter de nouvelles façons de vivre et de travailler. Sauf que le camp des nationalistes est beaucoup plus puissant militairement parlant. Il reçoit de l'aide de l'Allemagne et de l'Italie, les puissances fascistes de l'époque. Et l'Union soviétique va proposer son aide au gouvernement républicain, qui contrôle la zone républicaine espagnole. Le gouvernement, plus ou moins de gauche, accepte. Déjà, il n'était pas très combatif comparé aux organisations qui faisaient la révolution et la guerre, comme la CNT ou le POUM. Mais aussi, il n'y avait pas trop le choix. Sans l'aide militaire du gouvernement stalinien, probablement que la guerre se serait terminée plus tôt. Sauf que l'Union soviétique ne le fait pas pour être sympa, en souvenir des années où elle pouvait se vanter d'avoir des idées marxistes. Mais évidemment, il lui faut des contreparties. Son but, à peine dissimulé, c'est de prendre le contrôle de toute la gauche espagnole, gagner la guerre et du coup avoir un allié sous ses ordres en Europe. Et donc, même technique qu'en Chine. Des mecs sont envoyés dans le gouvernement espagnol, prennent des décisions militaires, toutes les milices sont forcées de rentrer dans la nouvelle grosse armée nationale, où les décisions sont prises de façon bien plus hiérarchique.
Sauf qu'on est 10 ans après la révolution chinoise. Ça commence à se savoir que l'URSS, ça a plus une gueule de dictature que de révolution ouvrière. Alors beaucoup de militants et militantes refusent de se battre sous les ordres du gouvernement allié avec l'Union soviétique, qui va très mal le prendre et assassiner notamment un militant, un des fondateurs du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste. Il va aussi rendre des usines qui avaient été expropriées et collectivisées aux patrons. Donc on en est là. L'Union soviétique qui s'impose dans la guerre espagnole, détruit la révolution en disant que la priorité c'est la lutte contre le fascisme, et tue des opposants révolutionnaires. George Orwell, dans son livre Hommage à la Catalogne, mentionne les membres de la CNT et du POUM enfermés par les staliniens. Les prisons étaient encore bondées de détenus, dont l'arrestation remontait aux troubles de mai, et elles continuaient à en absorber d'autres, toujours naturellement des anarchistes et des membres du POUM, qui disparaissaient par un ou deux à la fois. Personne, pour autant qu'on puisse se rendre compte, ne passait jamais en jugement, ni même n'était inculpé, pas même accusé de quelque chose d'aussi précis que d'être trotskiste. On était tout bonnement jetés et gardés en prison. Ces situations, on pourrait pas trop les transposer à notre époque, mais je voulais vraiment en parler parce que ça montre à quel point, si la révolution russe avait été le déclencheur de plein de révolutions en Europe, tout le XXe siècle aurait pu être différent. Conclusion. En fait, dans ce dernier épisode, je t'ai juste listé les différentes façons de se faire écraser la gueule. Mais c'est important de le savoir pour qu'on sache à quelle situation on doit se préparer. La révolution va être crade, et il va falloir prendre des décisions hyper difficiles. Toutes les forces impérialistes vont essayer de récupérer notre colère, de nous lâcher des miettes et de nous remettre au boulot. Et malheureusement, pour tenir contre ça, il va falloir faire des sacrifices. Ce sera pas possible de mettre en place une société socialiste, sans classe, sans hiérarchie, où tout le monde s'entend bien et où il fait bon vivre pendant une guerre civile ou une guerre avec des puissances étrangères. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire en sorte que ça se passe au mieux et que ce soit de plus en plus le cas, mais c'est utopique de penser que pendant la phase, qui peut-être va être très longue, de transition entre le capitalisme et le socialisme, tout va rouler et personne ne sera laissé derrière. Parce que comme on l'a vu, la contre-révolution, elle est vénère et elle est dangereuse. En plus, nouvelle difficulté de notre siècle, on n'a pas connu de révolution. Il y a eu quelques luttes de décolonisation récemment, mais aucune révolution prolétarienne depuis laquelle on aurait pu prendre des notes. On manque cruellement de modèles et d'inspiration. Comme je disais, la révolution va être crade, et ce serait une honte que tous les sacrifices qu'on aura faits et toutes les vies qui se seront arrêtées soient balayées par une social-démocratie qui prendrait le pouvoir en nous disant merci. Et pour ça, il n'y a pas de solution miracle. Il faut taffer pour amener une conscience de classe, pour créer des réseaux, pour faire comprendre aux gens autour de nous que l'ennemi c'est la bourgeoisie, et que les choses pourraient être complètement différentes. Parce qu'en fait, c'est pas toujours crade une révolution, contrairement à ce que je viens de dire avant. C'est finalement la construction d'une nouvelle société, pas à pas. C'est un moment où tout paraît possible, où on se libère de l'exploitation qu'on vit quotidiennement, et ça c'est plutôt enthousiasmant. C'est donc la fin de ce podcast, la fin de ces 7 épisodes à propos de la Révolution. J'espère qu'en les écoutant, t'auras appris des choses. Pour moi en tout cas, c'était hyper formateur. En plus de tous les événements historiques que j'ai découverts, j'ai dû me poser des questions théoriques. J'ai dû essayer d'avoir une lecture matérialiste de toutes ces tentatives révolutionnaires, et je te jure que c'était pas un exercice facile. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de tout ce que j'ai raconté, c'est bien que la révolution est possible, que le système capitaliste suffoque, les gens vivent mal. De plus en plus de mouvements sociaux vont avoir lieu, et si on ne s'organise pas en amont, on va, une fois de plus, se faire massacrer. Et c'est sur cette note hyper positive que je te dis au revoir. Mais en vrai, juste avant, moi j'ai confiance quand même. Je nous fais confiance. Ça n'arrivera pas demain, ni le mois prochain, mais ça arrivera. Parce qu'on peut pas nous garder en cage indéfiniment. Avanti, popolo!